Wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur même d'accueillir sur le podcast d'écriture notre frère Badr Othmani, qui est auteur d'une saga dont le premier tome, L'œil de Goliath, est paru il y a quelque temps déjà. Donc je vous propose qu'on fasse un entretien avec l'auteur à propos de ce livre et à propos de la littérature, l'écriture, la culture au sens plus général. Avant de commencer l'entretien, quelques petits mots sur l'initiative écriture. Donc, j'ai lancé cette initiative parce que je pense que la littérature, la culture, c'est des piliers pour toute civilisation, c'est des éléments essentiels pour construire une communauté. Et donc aujourd'hui, plein d'initiatives qui voient le jour en ce sens. Je suis très heureux de voir cela et je suis aussi également très heureux d'apporter, bi'idhnillah, ma petite pierre à l'édifice. Donc, alors, si ces thèmes vous intéressent, n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à ma newsletter, une newsletter dans laquelle je vous propose des conseils pour tous ceux que la plume démange, qui écrivent déjà ou qui comptent écrire. Et le lien est dans la description. Mais sans plus tarder, commençons donc l'entretien. Badr Othmani, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik pour l'invitation. Wafik barakallah, c'est avec grand plaisir. Première question, évidemment, présente-toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui parmi nos éditeurs ne te connaîtraient pas en deux, trois mots, qui es-tu? Où vis-tu? Que fais-tu? Je vais me présenter avec mon auteur, Badr Otmani. J'ai la trentaine, je vis en Île-de-France, même si je suis originaire de Franche-Comté. Qu'est-ce que je fais? Je travaille dans l'informatique, et sur mes heures perdues, on va dire, j'écris et voilà à peu près, je sais pas exactement ce qu'il y a à dire donc ma vie est faite, à la fois de lecture, d'écriture, d'informatique, voilà. Par rapport justement, à la lecture, l'écriture, quand est-ce que ça a commencé cette histoire? Quel est ton rapport, aux livres, à la lecture? Est-ce que tu lisais enfant, ado? Qu'est-ce que tu lisais? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, à ce propos? Ça a commencé assez jeune, j'ai commencé à lire des romans jeunesse depuis que je suis, depuis, je sais pas, à peu près peut-être que 7-8 ans peut-être, quelque chose comme ça. Un peu après avoir appris à lire, en tout cas, j'ai commencé à lire des romans et pendant un certain temps, je lisais que des romans jeunesse quasiment. Je me rappelle surtout jusqu'à la fin de mon adolescence, je lisais très peu d'autres ouvrages. J'ai consommé quasiment que des romans jeunesse, je lisais à peu près tout ce qui me passait sous la main. D'abord, c'était les romans qu'on me ramenait à la maison, qu'on m'offrait, de temps en temps, mes parents, mes oncles et tantes et cetera. Après, ça a été la médiathèque, de quartier que j'ai beaucoup, fréquentée aussi, où j'allais chercher des livres régulièrement et depuis assez petit, en fait, j'aime bien écrire des histoires. Ça, c'est un truc que je fais depuis l'école primaire, on va dire. Je sais pas, c'est, quelque chose que j'aimais bien, inventer des histoires, des personnages, des dialogues, des scénarios. J'ai essayé au début, c'était surtout de l'imitation, donc c'était de la j'essayais de refaire ce que je lisais et ce que j'aimais pas, j'essayais de refaire des histoires, en modifiant les éléments que j'aimais pas dans les livres que je lisais. C'était la 1re mon premier objectif, c'était ça et par la suite, le premier livre, je pense qui n'est pas un roman que j'ai commencé à lire, j'étais à la maison, j'avais pas vraiment de livre à lire et en fouillant dans la bibliothèque de mon père, enfin en regardant un petit peu ce qu'il y avait, j'ai trouvé un petit livre qui s'appelait Le hasard impossible et c'est, je crois, le premier. Il m'a beaucoup plu. C'est un livre qui était écrit assez simplement. J'avais 10 ans, donc j'avais pas l'âge vraiment, en tout cas, j'étais pas formé pour comprendre des choses très compliquées à cet âge-là. Donc ça a été une ouverture pour moi et c'est ça qui m'a donné le goût de la lecture et qui m'a sorti un petit peu des romans, même si pendant longtemps j'ai consommé quasiment que des romans. Ah machallah, c'est très intéressant parce qu'on a un parcours assez différent, finalement du premier frère que j'ai interviewé dans le premier entretien, donc Tammy Camille, qui justement était loin de l'écriture et de la lecture. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des trajectoires différentes peuvent amener finalement, également à l'écriture. Et donc qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, donc au départ, c'est vouloir imiter un petit peu ce que tu lisais et cetera. Est-ce que tu as continué à écrire? Parce que généralement ce qui se passe, très souvent, on lit, on est dans le monde de l'imaginaire, on écrit quand on est enfant, ado, et puis après on rentre dans la vie sérieuse, les études et cetera, et on abandonne quelque part tout ce qui est lecture, écriture un peu plus, on va dire, dans le divertissement pour se tourner vers les choses plus pragmatiques de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que, la fin de ton adolescence, le début de ton âge adulte, tes études, tu as abandonné tout ce monde-là pour t'occuper de entre guillemets «d'occupations plus sérieuses»? Ça a été le cas pendant une certaine période, donc surtout au lycée où je lisais, c'est la période où je lisais le moins et où j'écrivais aussi plus du tout même. J'ai plus du tout écrit pendant plusieurs années. C'est quand je suis arrivé à la fac en fait que j'ai recommencé à écrire. Quand je suis arrivé dans un studio où j'étais plus ou moins seul avec ma tête et
et c'est là que j'ai recommencé à écrire des histoires, en fait, mais que j'ai jamais vraiment terminé. Ça, c'était vraiment pour le coup le projet d'un c'était un projet de roman, mais qui avait rien à voir avec ce que j'ai écrit, enfin avec la saga que j'ai commencé, que j'ai jamais fini, mais qui a été un exercice intéressant, je pense, et qui m'est revenu comme une espèce de, je sais pas, quelque chose que j'aimais bien faire. Enfin, j'arrivais pas à m'en passer, donc voilà, c'était quelque chose que j'aimais bien faire. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. J'écoutais encore ce matin même un podcast d'une auteure à succès aujourd'hui, mais qui expliquait que avant d'écrire son premier roman, elle en avait écrit, je crois, 8, 9 ou 10 qu'elle avait jamais réussi, à achever, et elle disait que finalement, l'art d'écrire reposait en partie sur l'art de savoir achever, un projet d'écriture, ce qui n'est pas simple. Et d'ailleurs, en parlant de roman, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, du tien, de L'Œil de Goliath? Heu, Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? Est-ce que tu as eu des inspirations pour ce livre? Quelle idée, comment t'es venue d'ailleurs l'idée d'écrire cet ouvrage? Bonne question et vaste question. En tout cas, déjà, je suis d'accord avec l'idée de que que écrire des romans, le plus difficile, c'est surtout de les terminer. Là, je rencontre le problème pour le deuxième tome, mais effectivement, tous les autres, j'en ai commencé beaucoup que j'ai jamais terminé, donc oui, je me retrouve un peu là-dedans. Comment m'est venue l'idée de celui-là? C'est assez comment dire? L'idée est venue, déjà, en fait, c'est pas L'Œil de Goliath qui est arrivé en premier dans ma tête, c'est le troisième tome de la saga, qui est aujourd'hui, chronologiquement situé dans la troisième place, qui n'est pas fini, mais c'est celui-là que j'ai commencé à écrire en premier en fait. L'idée m'est venue, en fait, en voyant, en essayant de m'interroger enfin, ça va faire un petit peu peut-être bateau de dire ça, mais sur ma place dans ce monde, en fait. Savoir qui j'étais, qu'est-ce que je représentais, parce que, on a souvent tendance, en tout cas quand je discutais avec les gens autour de moi, enfin, que je vois un peu le monde comment tourne, chacun s'identifie soit à une nationalité, un pays, une culture, et cetera, et étant, le produit de plusieurs cultures, d'une histoire qui est vraiment, enfin, je veux dire l'histoire de la communauté musulmane francophone de ce début de 21e siècle, elle est assez particulière. Et trouver sa place dans ce monde, c'est assez compliqué, et j'ai essayé de m'imaginer un monde où, en fait, les musulmans que nous sommes aujourd'hui, avec dans toute la diversité qui les représente, arrivent à se fixer sur quelque chose, arrivent à trouver un point de convergence. Parce qu'aujourd'hui, la communauté musulmane francophone, elle est, enfin, quand je dis francophone, ça inclut les Belges, enfin, en tout cas tous les musulmans, qui vivent en France et en Occident, peut-être en Occident de façon générale, mais plus particulièrement la France, en tout cas pour moi. Et elle est un espèce de patchwork, en fait, recomposé avec, en partie, des musulmans issus d'immigration de différents pays, une part de convertis, et tout ça avec des influences, de plusieurs écoles, de plusieurs courants de pensée, et cetera, et en fait, il y a pas vraiment de courant qui est vraiment né en France, que ce soit un courant, religieux, un courant, et cetera. En fait, c'est plus ou moins que de la recomposition. Et surtout, des musulmans qui s'interrogent, pas seulement sur leur religion, sur la partie cultuelle, mais aussi sur le monde qui les entoure et la façon qu'ils ont d'appliquer leur religion dans leur contexte et dans leur époque. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. En tout cas, même si j'ai vu, enfin, on va dire, j'ai grandi avec les premières organisations musulmanes de France, en tout cas ce qu'elles commençaient à devenir, dans les années 90, et même ça, même si c'est quelque chose déjà qui représente un travail et une certaine, comment dire? Une certaine appropriation de leur espace-temps par des musulmans dans ce pays, ça reste quand même très très embryonnaire, on va dire. C'est pas suffisamment réfléchi pour aller au-delà de la simple, du simple bricolage, du dépannage, du «on fait avec ce qu'on a», et surtout cette volonté, en fait, de se rapproprier son contexte, de le rendre intelligible, en fait, et pas d'être juste, porté Mmh. par les vagues, en fait, qui nous arrivent dessus, à droite à gauche, au fil du temps. Et donc être dans une démarche de plus d'action plutôt que de réaction. J'ai imaginé, en fait, des musulmans qui étaient dans cette démarche-là, et c'est venu à peu près comme ça, en fait. Donc cette recomposition de différents musulmans qui viennent d'horizons différents, mais sur des sujets qui concernent leur temps, et en particulier, le sujet, que je fréquente tous les jours, c'est-à-dire, tout ce qui touche à l'informatique, quoi, aux sciences comment dire? Sciences de la télécommunication, de l'information, la circulation de l'information en particulier. Et voilà, à peu près comment m'est venue l'idée, au départ, et ça arrivé jusqu'à, du coup, ce premier roman que j'ai achevé, presque par accident, parce que c'est pas lui qui était censé ressortir en premier. Mais voilà, il a dormi quand même pendant 2 ans avant de sortir, parce que je l'avais achevé. Il est resté pendant 2 ans dormir dans un fichier. Je l'ai proposé à quelques personnes autour de moi, dont un frère qui m'a vraiment encouragé à l'éditer, qui lui-même était déjà dans l'édition, qui connaissait un peu le processus. C'est celui qui a lancé l'édition avec moi d'ailleurs, c'est lui vraiment qui m'a poussé à le lancer.
et voilà, alhamdoulilah aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu. Donc on voit machallah comme derrière beaucoup de livres, il y a aussi une vision du monde ou un constat sur le monde et donc notamment aussi, tes sources d'inspiration à travers tes études, à travers ton travail. Et donc ça, on voit bien, mais on pourrait se demander pourquoi un roman? Pourquoi pas, un podcast? Pourquoi pas une vidéo? Pourquoi pas un livre? Pourquoi pas des conférences? Pourquoi pas une exposition? Qu'est-ce qui t'a amené à cet objet livre, pour parler de sujets qui, ma foi, peuvent paraître très sérieux, très universitaires, très militants? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà parce que le roman, c'est le format que je pense que je maîtrise le mieux. Je dis pas que je le maîtrise, à la perfection, mais en tout cas, c'est celui que j'ai le plus consommé, donc celui qui m'a le plus, marqué, celui dont je suis le plus imprégné et ensuite, justement, il m'a le plus imprégné parmi tous les formats que j'ai lus parce que c'est, enfin, il y a quelque chose de c'est ce que je disais aussi avec Camille, c'est que dans le récit, dans le fait de raconter une histoire, il y a quelque chose qui dépasse tous les autres moyens de transmission, en fait. Donc le récit, ça peut être, par le roman, ça peut être aussi bon, aujourd'hui, on a le cinéma, il y a plein de façons de transmettre, de raconter des histoires, mais en fait, l'être humain, il se vit enfin, il rend le monde intelligible à travers des récits. Je sais pas si c'est vraiment si on peut faire des enfin, j'ai vu beaucoup de travaux intéressants là-dessus que j'essaye de comprendre, même si j'ai pas il y a beaucoup de travaux universitaires assez poussés. Mais j'ai l'impression que le récit, il est vraiment universel, il marque tout le monde, en fait, et que n'importe qui, même quand on parle des choses sérieuses et réelles, c'est jamais qu'un amas de c'est jamais réellement uniquement un amas de faits et de données, en fait. N'importe quel être humain, enfin, j'ai vu ça dans à peu près tous les sujets, hein, que ce soit l'éducation, la médecine, la culture, enfin, même la technologie, enfin, je veux dire, l'histoire, surtout l'histoire. Mais tout est construit sous forme de récit, en fait. C'est le meilleur moyen de transmettre des idées et c'est même comme ça, j'ai l'impression que les êtres humains se parlent entre eux. C'est même, dans la moindre parole, parfois dans la façon dont on va s'adresser à quelqu'un, il y a tout un on pourrait même construire un récit pour moi sur chaque, discussion qu'on voit, sur chaque sur chaque dialogue que les personnes que n'importe qui a, même les personnes qui sont pas forcément conscients de ça, mais pour moi le récit il est omniprésent, il est partout et ça a ses avantages et ses inconvénients parce que, il y a une certaine déconnexion de la réalité quand on parle de récit. Et en France, il y a une expression qui est assez marrante qui s'appelle le roman national justement, qui est Mmh. vraiment qui est presque conscientisé, mais je pense que ça, c'est un peu presque tous les peuples l'ont à mon avis et c'est, quelque chose qui est partagé par tout le monde, même ceux qui en sont pas conscients et donc c'est pour moi à la fois la seule façon que j'avais entre guillemets, la plus accessible, mais aussi une des meilleures pour transmettre des choses. Machallah, bah, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'effectivement absolument universel qu'on voit dans les travaux en anthropologie, la structure des mythes, les histoires, les légendes et puis, on le voit de toute façon à travers notre religion que Allah Azza wa Jal a décidé de nous parler, dans le Coran, dans sa révélation, à travers notamment des récits et des histoires qui sont extrêmement, puissants pour véhiculer des valeurs, des idées, des messages. Donc, je crois effectivement que le roman, c'est un des, moyens les plus puissants de toucher une audience avec, des idées. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce roman? Comment est-ce que tu pitcherais, on va dire, pour faire en mode Startup Nation, comment est-ce que tu pitcherais ce roman à quelqu'un qui ne le connaît pas? Comment est-ce que tu le présentes? Et qu'est-ce que tu as voulu mettre, dedans? Notamment, je pense à la 4e couverture dans laquelle il y a une phrase qui me paraît très puissante, c'est: «Derrière l'intérêt, il y a le pouvoir. Derrière le pouvoir, il y a une vision. Derrière la vision, il y a des croyances». Qu'est-ce que c'est que ce roman? Quelle est son histoire? Et pourquoi, des phrases aussi fortes? Et en fait, la démarche justement de la 4e de couverture, mais du roman en général, c'est de mettre du sens dans des actes qui, en apparence, n'en ont pas et ne sont que des actes mécaniques. Par exemple, quand on parle de technologie, pour beaucoup de gens, c'est encore quelque chose de complètement neutre. C'est des objets qu'on manipule, qui ont pour objectif de remplir une fonction, auxquels on n'attache pas vraiment de sens et surtout on met pas vraiment de sens dans tous les courants de pensée, les compagnies et tout l'espèce d'écosystème qu'il y a autour de ces technologies, et qui la font évoluer. Comment dire? Comment aborder le sujet? En fait, j'ai beaucoup de mal à pitcher ce roman justement, c'est pour ça que j'ai en fait, si je savais pitcher les choses correctement et les sujets, je pense que j'aurais fait autre chose aussi que des romans, peut-être un essai par exemple, mais ça j'ai On du on mal peut à pitcher, retourner c'est pour ça que la j'écris des histoires. On peut tourner la question autrement. Imagine que tu as, voilà, ton cousin de 13-14 ans qui, s'intéresse, à ton roman et il te demande, voilà: «Est-ce que tu peux me dire en deux trois mots ce qu'il y a dedans, pour savoir si je le lis?» Hem, ouais, je vais essayer de le décrire par rapport à mon cheminement. En fait, le cheminement, ça a été de me dire,
quand j'utilise un produit, un programme, une application, n'importe quoi, celui qui l'a conçu, à quoi qu'est-ce qu'il avait dans la tête déjà? Pourquoi j'en arrive à l'utiliser? Est-ce qu'il a voulu que je l'utilise? Pour quelle raison? Est-ce que c'est juste pour gagner sa croûte? Est-ce qu'il a un objectif derrière? Est-ce que c'est juste, enfin, une entreprise capitaliste comme une autre qui vise juste à maximiser son profit et donc à, par exemple, comme font beaucoup d'entreprises, à prendre, en otage un utilisateur pour ensuite, extraire le plus possible de données de valeur de cette personne? Ou alors est-ce qu'il y a autre chose en plus au-dessus de ça? Et en fait, c'est un peu tout à la fois. Et donc ça, c'est ce qui représente, une des factions, un des personnages principaux du livre qui est Eric. Et en fait, c'est le croisement, en fait, ce roman, c'est le croisement entre plusieurs mondes. Donc le monde, d'un jeune musulman, issu de cette communauté musulmane francophone du XXIe siècle, début du XXIe siècle, et à la fois d'un monde, comment dire? D'une France un peu peut-être, qui est historique, mais entre guillemets «fatiguée», et le croisement avec entre tout ça d'un nouveau monde, porté par la technologie, beaucoup par les États-Unis, on va dire, la pensée américaine, mais enfin l'état d'esprit américain, si je peux dire. Et c'est un peu le mélange de ces 3 choses-là. Et en fait, bon, du coup, voilà, c'est une interaction entre ces 3 choses-là pour essayer de faire ressortir des idées, et plusieurs visions, justement. C'est mettre en concurrence des visions et essayer d'en extraire quelque chose. Sachant que la vision, en fait, enfin, j'ai pas terminé sur le personnage d'Eric et ce qu'il représente, mais en fait, c'est peut-être une idée qui est déjà écrite dans la quatrième de couverture, mais enfin, plus que en fait, les entreprises qui construisent, enfin, qui font des produits uniquement pour l'intérêt, pour le profit, il y en a beaucoup. C'est ce qui caractérise notre époque, hein. C'est, voilà, maximiser le profit, c'est la base du capitalisme, et cetera. C'est, le monde dans lequel on vit. Mais au-delà de ça, je pense pas que l'être humain, il soit que ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des visées, qui ont une foi dans la technologie et qui lui donnent une place, dans ce monde. Donc ça passe par des fois des choses un peu extrêmes. Il y a carrément des sectes d'adoration de l'IA, ce genre de choses, mais sans arriver jusqu'à ces extrêmes, on a vraiment des gens qui ont une vision et qui pensent la technologie comme je sais pas comment expliquer, ils ont une vision un peu prométhéenne de la technologie. Ils pensent que c'est une espèce de cadeau qui va sauver l'humanité, résoudre plein de problèmes, résoudre tous les problèmes, pour certains même, et qui porte vraiment, quelque chose, en soi, et qui est là pour remplacer, en fait, beaucoup de choses dans les relations humaines, et qui est là pour vraiment, comment dire? Je sais pas, dominer l'être humain, c'est un peu caricatural, mais pour vraiment montrer la voie, voilà. Ils pensent qu'il y a une voie qui est intrinsèquement liée à l'outil technique, et que l'outil, en fait, est porteur d'une vision et d'une voie pour l'humanité. Donc ces gens-là existent. C'est parfois même ceux qui sont, derrière la plupart des outils qu'on utilise, même si le profit, n'est pas négligeable, hein, mais voilà, je pense que c'est pas à négliger ça, et ça aide, en fait, à comprendre aussi enfin, comment dire? Une vision se construit sur des croyances. En fait, l'intérêt de remonter derrière tout ça, c'est de voir que derrière des êtres humains, même s'il y a beaucoup d'idées d'amasser comment dire? L'idée d'amasser des choses, le profit, pour revenir là-dessus, il y a toujours une part d'irrationnel ou de quelque chose à accomplir, en fait, voilà. Machallah. Mais c'est assez intéressant parce que ça me rappelle, tu sais, ton roman, j'en avais fait un compte rendu sur ma chaîne YouTube Écriture, et j'avais déjà souligné à quel point, bah, la démarche militante, on la voit, on la sent très fort, à tel point que, bah, quand je te pose la question de comment tu pitcherais à ton cousin de 13 ans, finalement, tu parles surtout du message. Tu parles de l'analyse, de la société, des grands enjeux, mais tu nous en as pas dit beaucoup sur, bah, les personnages, l'intrigue en tant que telle. C'est qui les personnages? Quels sont les enjeux, auxquels ils vont être, confrontés? C'est qui le méchant, le gentil? Et donc, je réitère quand même si c'est super intéressant d'avoir vraiment, on va dire la superstructure, des idées. Est-ce que tu peux nous en dire plus, juste pour, les auditeurs qui connaissent pas ton roman et qui voudraient vraiment connaître un petit peu l'intrigue, pour savoir si l'histoire est susceptible de les intéresser? Je vais réessayer, OK, je vais essayer. Je vois où tu vas en venir, mais c'est vrai que j'ai du mal à pitcher. Après, les personnages, enfin, ils ont quand même leur importance, hein, c'est même quelque chose de central. C'est pas uniquement les grandes idées, parce qu'il y a des vraies relations que j'essaie de développer. En fait, c'est même un des piliers du roman, et ça va peut-être, j'espère en tout cas, être plus présent dans le tome 2. C'est la relation entre les personnages, elle est hyper importante. Donc pour le pitcher, c'est un jeune musulman qui fait de l'informatique, mais qui essaie de donner du sens à son métier, qui n'essaie pas juste d'en faire un gagne-pain, et qui rencontre, un industriel, local, enfin on va dire, national plus ou moins, qui lui aussi, enfin dont le patron est lui aussi musulman, mais comment dire?
qui est dans une démarche, presque, «en fin de vie» entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a certaines convictions dans sa façon de travailler et cetera. Mais avec le temps, comme toute, entreprise, voilà, connaît des difficultés, des hauts et des bas, ça finit par s'encrasser, s'encrouter, par rouiller un petit peu, le enfin comment dire? L'objectif de l'entreprise devient, enfin ça devient, assez une espèce de routine, voilà. Et donc à côté de ça, enfin, il y a justement cette espèce de structure rouillée et de l'entreprise qui est représentée par, enfin, dont Michael est à la tête, qui est à la fois qui est à la base un professeur en physique, mais qui a migré sur l'informatique, comme certains physiciens que j'ai connus. Et bah, du coup, il est renversé par, un ancien collègue à lui, heu, qu'il a connu plus tôt et qui est là pour, vraiment pour, on va dire éliminer les derniers vestiges d'un ancien monde qu'il estime périmé et dont il faut extraire tout ce qu'on peut pour construire le nouveau, voilà, à son Ah image. machallah. Moi, je suis toujours passionné par la question aussi de l'intrigue des personnages. Tu parles de l'importance des personnages. Évidemment, hein, les personnages, ils sont pas là uniquement pour incarner, des stéréotypes, mais aussi parce qu'ils signifient quelque chose. Et ce podcast, je le fais aussi, peut-être surtout pour ceux qui veulent écrire un jour, dont la plume, démange, et c'est pour ça aussi que j'oriente, mes émissions sur la question aussi de comment est-ce que l'écrivain écrit. Donc, par exemple, toi, comment est-ce que tu as construit ton intrigue? Tu sais, il y a, souvent, il y a 2 idéotypes, on pourrait dire, en écriture, 2 caricatures. Il y a l'architecte et le jardinier. L'architecte, ben, pour faire sa maison, il est obligé de tout planifier, il faut que tout soit au millimètre et cetera pour que quand l'entrepreneur vienne, il n'a qu'à suivre ce que les plans, lui disent de faire. Tandis que le jardinier, il a un peu plus de liberté, il peut, essayer, voilà, de planter là et là, voir ce que ça donne et puis refaire, défaire. Et on utilise ces 2 catégories pour désigner ceux qui, parmi les écrivains, planifient tout, leur intrigue, leurs personnages, savent exactement où ils veulent aller. Au moment où ils commencent à écrire, ils savent déjà quelle est la fin, et l'écrivain plus jardinier qui se laisse porter par l'intrigue, les personnages et cetera. Est-ce que tu te reconnais dans une de ces catégories ou est-ce que tu es quelque part intermédiaire? Comment est-ce que tu as fait, toi, pour planifier ton écriture, ton personnage, tes personnages, ton intrigue? En fait, ça va dépendre des tomes, je pense, parce que j'ai pas eu la même démarche pour les 3. En tout cas, c'est je commence par la fin la plupart du temps, ça c'est presque sûr. Enfin, ouais, pour le 1 le 1er tome et le troisième, en tout cas, j'ai commencé par la fin. Le deuxième, c'est différent parce qu'en fait, le deuxième est né du premier, en fait, de la fin du premier. Plutôt que de passer du 1 au 3, j'ai voulu mettre un épisode entre les 2 qui fait que, bah, du coup, le scénario s'est construit en mettant 3e épisode, enfin 2e, enfin 3e épisode qui est le deuxième du coup, au milieu, entre les 2 autres. Et ensuite, surtout, à part la structure, ce que je construis en 1er, c'est les personnages et leur état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont tous, c'est pas, comment dire? Ils sont tous, pas tous, mais en tout cas beaucoup sont construits sur des comment dire? Sur des problè à partir de problématiques réelles et aussi à partir de vécus, de ressentis, en fait. Ils sont construits sur des ressentis, soit que moi que je partage en partie ou alors que j'ai pu constater autour de moi. Des fois, certains personnages sont le mélange de plusieurs ressentis et ils évoluent du coup dans le scénario comme ça. Et donc en fait, il y a un cadre, donc il y a la fin, il y a les personnages et ensuite, avec ça, à partir de ça, je bricole un petit peu les événements, en sachant déjà à peu près où je veux aller quand même. J'ai les grandes idées, donc voilà, la plupart du temps, ça fonctionne avec des notes, hein, je prends énormément de notes. Ça, c'est des notes qui sont séparées en plusieurs catégories, donc il y a la partie personnage, la partie événement, la partie dialogue, parce qu'il y a des fois, il y a des dialogues qui n'ont pas de personnages, qui sont juste des dialogues que j'aimerais intégrer, par exemple, mais que je vais d'abord écrire et qu'après je vais adapter ou insérer ou dissoudre dans l'ouvrage, plus tard, Une par exemple. catégorie ingénieur, machallah, avec, vraiment une vision, sur plusieurs plans. C'est super intéressant parce que tu sais, j'écris mon roman en ce moment et donc c'est des questions aussi qui me quand on imagine l'écriture d'un roman, on s'imagine comme un sculpteur ou comme, et finalement on voit pas tous les choix qu'il faut faire et toutes les possibilités qu'il y a et donc toute la difficulté de l'exercice. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que tu as parlé de plusieurs tomes comme s'ils étaient déjà tous écrits. Or moi, de ce que je sais, il y a un premier tome qui a été publié. Où en sont les autres? Quels sont tes projets par rapport à cela? Est-ce qu'ils vont être bientôt publiés? Déjà juste, je me permets de revenir sur l'image que tu as donnée plus tôt, je sais pas si le profil ingénieur, ce serait le plus adapté, mais moi je vois ça un peu comme de la cuisine et de la photographie, on va dire. En fait, si on veut parler déjà juste de la photographie,
c'est un peu un espèce d'art de mettre en lumière des choses et de jouer avec les lumières, en fait. Et l'écriture, c'est un peu ça dans le sens où on ne peut pas tout décrire quand on observe quelque chose, on ne peut pas tout, surtout avec des mots, mais avec n'importe quel support, on ne peut pas tout mettre. Donc en fait, le fait de raconter une histoire, ça va être à chaque fois comment on va mettre en lumière certains éléments et les assembler entre eux et qu'est-ce qu'on va laisser dans l'ombre, en fait. Ce qu'on choisit de dire ou de ne pas dire, ça fait aussi partie, de l'exercice. Et ensuite pour la partie, cuisine, parce qu'en fait, c'est des ingrédients qu'on mélange. Mais sinon, j'ai perdu la question que tu venais de me poser parce que j'étais encore sur ta réponse, donc est-ce que tu peux me la reposer? Désolé. En tout cas, barakallahu fik pour, tes petites catégories là. Je vais enrichir ma palette de métaphores pour désigner l'activité de l'écrivain. Je reprendrai ça, mashallah. Non, je disais juste que, bah, tu parlais de plusieurs tomes comme s'ils étaient déjà tous écrits. Or, moi, je constate qu'il y en a un 1er tome qui est publié. Où en sont les autres? Oui, en fait, moi, je les fréquente tellement souvent que j'ai pour moi, il y en a déjà 3 en fait. Donc effectivement, j'ai commencé par le troisième qui n'est jamais sorti, mais qui en est à peu près, on va dire, à 1/4 de son écriture. Le deuxième tome qui est né du coup, après celui qui est sorti qui s'appelle le Goliath du coup. Celui-là, il est bien avancé, c'est celui qui va sortir juste après inchallah, donc c'est la suite directe, du premier. Et ceux qui auront lu le livre de Goliath, ils verront que, bah, dedans, il y a quelques allusions à des faits qui se sont passés, 20 ans avant. En tout cas quelques décennies avant et ça va être une espèce de préquel mais que je compte sortir plus tard inchallah, c'est pas le principal. Enfin, c'est pas le plus urgent. Mais il y a effectivement l'histoire globalement elle s'articule autour de ces 3 tomes avec, des fois je pense que je vais faire j'ai aussi des petits je pense que je sortirai des petits livres, axés autour de certains personnages qui auront leur propre histoire et qui sont nés en fait, du scénario en fait. En déroulant le scénario, des fois c'est comme si je découvrais moi-même des personnages et j'ai envie de les creuser un petit peu donc voilà, je leur réserve, un petit document sur le côté et puis, je me dis: «Je reviendrai dessus pour, écrire leur histoire à eux, inch'Allah» et c'est pour donner plus de consistance, en fait, aux 3 tomes principaux qui sont les piliers de la saga et qui ont vocation à être enrichis plus tard avec d'autres personnages qui ont eux-mêmes leur histoire à raconter et leurs idées à apporter. OK, donc pas d'exclus dans cette émission. On n'aura pas tu pas vraiment une idée Si d'une date? Une date, en fait, j'arrive pas à donner des dates parce que là, je compte sur le mois de Ramadan pour, accélérer, parce que j'écris beaucoup mieux quand je mange pas. Ce qui est bizarre, mais voilà. Mais j'arrive pas à donner de date parce qu'à chaque fois, je me dis: «Je vais terminer ça dans 3 mois, dans 6 mois, et cetera» et j'arrive pas, en fait. C'est à chaque fois, j'ouvre une porte d'un sujet que j'ai envie de creuser pour vraiment, bien intégrer dans le roman et puis après, il ouvre de multiples portes et je sais pas où m'arrêter. Il faut que j'arrive à m'arrêter quelque part, mais c'est tellement à rallonge que voilà, je sais même pas quand ça va être fini. J'espère le finir le plus tôt possible parce que vraiment, moi, j'ai pas envie de le faire, attendre plus que ça, surtout que je trouve qu'il est déjà en retard par rapport à ce que j'aurais voulu faire. Mais voilà, j'espère le sortir rapidement, Inch'Allah, sans pouvoir donner de date. Inch'Allah, qu'Allah t'assiste dans cette aventure et de toute façon, on se fera le relais de l'actualité de ton livre sur mes réseaux, Inch'Allah. Tu parlais du fait que tu écrivais mieux lorsque tu jeûnais ou lorsque tu mangeais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus finalement sur, ce qu'on peut appeler, de manière un peu caricaturale, la routine de l'écrivain? Est-ce que tu as, des lieux spécifiques, des heures spécifiques? Est-ce que tu peux nous donner d'un petit peu tes petites astuces si tu en as, Inch'Allah? Des astuces, je sais pas. La routine, j'en ai pas vraiment, en fait, mais c'est surtout dans le train, parce que je prends beaucoup le train, plusieurs heures par jour, donc c'est l'endroit où j'écris le plus, on va dire. Et sinon, ça peut être un peu n'importe quand, mais en fait, la plus grosse partie de l'écriture, ça va être enfin de oui, de l'écriture, du processus d'écriture, pas l'écriture en tant que telle, mais ça va être la recherche, en fait, et les prises de notes à droite à gauche. Ça, c'est le plus gros travail qui est fait en amont et après, je fais digérer tout ça par le récit et je prends des petites notes, voilà. Je sais pas si tu veux que je détaille les notes, ou les j'ai pas de rituel, j'ai vraiment pas de rituel, les idées, elles peuvent venir n'importe quand. J'ai remarqué que j'écrivais mieux quand j'avais pas mon smartphone à portée de main et beaucoup aussi quand j'étais en jeûne justement parce que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai les idées beaucoup plus claires en jeûne, surtout pendant le mois de Ramadan, donc ça c'est pas en ce temps-là en général que j'écris le plus et d'ailleurs, il y a 2 ans, il y a une autre saga qui n'est pas encore sortie du tout, si tu veux une exclue, qui n'a rien à voir avec celle-là, mais que j'ai commencé à écrire, quasiment, enfin le premier tome, j'ai écrit quasiment d'une traite, juste, pendant cette période en fait, donc voilà. Ah bah, voilà, la petite exclue d'écriture. Une autre saga en route. En tout cas, hâte d'en voir plus. Ah, c'est super intéressant parce qu'il y a autant de routines ou de façons de faire que d'écrivains, mais c'est toujours intéressant d'avoir un peu le regard des autres. Il y a aussi une question qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de la comment dire? De la formation à l'écriture. Il y a cette idée, notamment en France, c'est vraiment très franco-français pour le coup, que l'écriture, c'est une espèce d'activité, désincarnée qui touche les âmes en grâce et cetera. D'ailleurs, quand on regarde les parcours universitaires notamment, il y a
pas ou très peu de masters en ce qu'on appelle creative writing. D'ailleurs, même le nom français n'existe pas. Je crois qu'il y a un master qui a été fait, qui a été mis sur pied il y a quelques années, alors qu'aux États-Unis, ça existe depuis les années 20-30, en Angleterre, pareil. Et donc beaucoup d'aspirants écrivains doivent se former, eux-mêmes sur le tas en étant autodidacte. Est-ce que toi, tu t'es formé? Est-ce que tu as suivi des masterclass en ligne ou ailleurs? Est-ce que tu as lu des livres sur la façon de construire une intrigue? Ou est-ce que tu es vraiment parti comme ça en mode, on verra bien sur le tas ce que ça donne? Ben, en fait, j'ai du mal à voir le processus, de création, même enfin, que ce soit le roman ou autre forme, comme quelque chose de professionnel, en fait. Donc j'ai même pas été formé, ni sur le tas. J'ai beaucoup lu, ça, on va dire que c'est ça ma formation. J'ai eu des profs de français qui étaient bons, je pense, qui m'ont vraiment aidé aussi certains sur, certaines rédactions que j'avais à faire, qui m'ont donné certains conseils, utiles. Mais en fait, pour moi, c'est un processus qui reste avant tout, enfin pas avant tout, mais en grande partie artistique. Je sais pas si on peut vraiment, la créativité, pour moi, ça se contrôle pas à 100 parce que je sais pas si on peut vraiment faire un métier, ou en tout cas, dans les œuvres qui sont, même si aujourd'hui de toute façon certains c'est leur métier, donc ils doivent produire coûte que coûte. Moi je suis pas dans cette démarche-là. Je peux très bien, comme j'ai un travail à côté, j'ai une vie à côté, je peux très bien ne pas écrire, ça change pas grand-chose. C'est plus un besoin entre guillemets que vraiment une volonté d'en faire un métier ou de suivre des études. Je me vois mal suivre des études. Après c'est vrai que tout art se perfectionne, donc en apprenant des techniques, on peut vraiment le peut-être le pousser, même je pourrais en apprenant, je pourrais pousser mes techniques encore plus loin. Mais, il y a pas vraiment de vocation, enfin de vocation, professionnelle à l'écriture. Je sais pas comment expliquer en fait. J'ai du mal à mettre les mots dessus. Je pense que, pour le coup, je pense que tu reflètes assez bien cette approche franco-française liée à l'écriture. Parce que, par exemple, l'idée qu'il y ait des études, c'est pas l'idée que ça va être une carrière, hein. Par exemple, dans les beaux-arts, il y a pas de mal à imaginer que, par exemple, la peinture, c'est une démarche, de création et en même temps, on peut apprendre la décomposition des couleurs, les pigments, des aspects scientifiques ou des aspects historiques sur, la peinture, les lumières et cetera. Et bah, ça fait longtemps aux États-Unis que, par exemple, ce qu'on abordait tout à l'heure sur la structure des mythes, bah, étudier les mythes, les histoires qui ont fait leur succès depuis des milliers d'années, voir un petit peu les invariants, les stabilités et cetera, juste pour mettre ça au service d'une histoire qui est bien construite. Même pas d'un point de vue, on va dire, comment dire? D'écrire un best-seller et de faire des trucs, très productivistes et cetera. Mais, petit à petit, quand même, je pense que s'installe aussi en France et cetera l'idée que, il y a l'aspect créatif inné, originalité, et il y a tout un aspect également qui est du conseil, du mentorat, de l'apprentissage d'ailleurs, hein, comme tu dis, il y a certains professeurs qui ont eu un pas un rôle décisif, mais quand même qui t'ont aidé sur certains aspects. Et donc, non, moi je suis plutôt convaincu, moi je suis plutôt de l'école qui considère qu'il y a pas mal de choses qui s'apprennent, et j'étais aussi dubitatif il y a encore quelques années. C'est vraiment en découvrant certains ouvrages, notamment traduits en français, que, bah, j'ai compris que non, franchement, il y a sur la construction des personnages, les dialogues, sur, la comment rendre une intrigue dynamique, il y a énormément de choses, hein. Anatomie d'un scénario, par exemple, de John Truby, qui est devenu un classique. La dramaturgie de Yves Lalandier, qui est, un classique. C'est un Français, tu me diras, mais c'est un Français formé aux États-Unis, comme quoi. Donc voilà, donc moi je pense quand même qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, à ce niveau-là, et c'est, notamment sous la forme d'ateliers d'écriture créative. Et je pense que, une des choses qui manque peut-être dans la communauté, francophone musulmane, c'est des ateliers d'écriture créative, parce que, bah, comme je le dis souvent à ceux qui veulent bien m'entendre, je crois que notre communauté a besoin, vu que notre communauté, elle est un peu, beaucoup liée à l'immigration, donc au détachement d'une culture préexistante, à voilà, au fait qu'on ait gagné une nouvelle culture et qu'on est un petit peu perdu dans des repères culturels qui sont pas les nôtres, de reconstruire sur la base qui est la nôtre, c'est-à-dire la base francophone, un imaginaire, des histoires et cetera, et c'est à ça que j'appelle notamment, via écriture. Mais bon, c'est un vaste débat philosophico, éthico, machin, donc je moi j'envisage sans problème qu'on puisse avoir des visions différentes de l'écriture et de la façon dont on peut l'apprendre ou pas. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, déjà, je suis d'accord sur le fait que, oui, reconstruire un imaginaire et cetera, ça c'est vital pour nous aujourd'hui. Et après, oui, je pense que les 2 visions peut-être se complètent. Il y a des choses qui s'apprennent, comme dans n'importe quel art, il y a des choses qui se maîtrisent, par l'apprentissage, par la technique. Mais ces choses-là, pour moi, elles doivent être mises au service d'un propos qui est «préexistant» entre guillemets. Pas peut-être pas préexistant,
sais pas comment expliquer, pas sorti de nulle part, mais en tout cas, d'une volonté de dire quelque chose. C'est pas parce qu'en fait, notamment je suis très critique quand je vois certaines œuvres, de certains dialogues que j'arrive à en fait, le manuel parfait du bon scénario, je l'ai pas encore lu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des livres dessus et enfin, il y a beaucoup de scénarios qui correspondent à ça. Mais au final, il y a une espèce de côté fade si c'est fait uniquement pour le côté technique. C'est ça que j'essaie de dire. Et après, en fait, effectivement, ces techniques, elles peuvent servir pour, enrichir quelque chose un travail qui est préexistant, enfin un travail créatif préexistant. Peut-être que je suis une caricature de français, je sais pas, si c'est ce que tu voulais dire, mais oui, j'ai jamais vu ça comme un processus, très professionnel et j'ai pas grand chose de plus à dire, mais effectivement, dans la communauté musulmane, on a vraiment besoin aujourd'hui de se réapproprier notre contexte, de recréer un imaginaire et cetera. Pour moi, c'est indispensable. Donc oui, le chantier est vaste et tous les outils qui peuvent nous aider à y parvenir sont les bienvenus, inch'Allah. Bismillah, ouais, j'en suis convaincu également. Mais, sur le sujet, on va dire, de l'apprentissage, de la construction des scénarios et cetera. Bah, à travers écriture, à travers la newsletter et les prochaines vidéos que je projette, inch'Allah, bah, j'aborderai ça parce que je suis plongé dans cette littérature justement, ces manuels. Il y a du bon, il y a du moins bon et je fais un travail de tri et donc voilà, je lance, la bouteille à la mer. S'il y en a qui veulent la prendre, qu'ils la prennent, mais sachez que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce sera des sujets que je vais aborder, très, très concrètement. Donc voilà, on a un petit peu, esquissé l'aspect, allez, créatif, le côté idée et cetera. Mais il y a quand on veut écrire un livre, et ça va intéresser justement ceux qui ils veulent se lancer dans l'aventure, il y a des questions très, technico-pragmatiques. Par exemple, la question du graphisme, la question de comment je trouve un éditeur, la question de comment je fais pour avoir un livre qui est relu, qui est corrigé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces aspects-là de la construction du livre, qui sont pas les aspects centraux, on va dire, mais sans ces aspects-là, on pourrait pas avoir un bel ouvrage fini qu'on appelle livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que toi tu as réussi à ce que de ton écriture, débouche un livre, un objet physique, bien fait, bien construit. Tu peux nous en dire un peu plus, inch'Allah? Oui, bah, déjà pour la partie graphisme, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus ou moins une idée de la couverture. On a envoyé à un graphiste. Le graphiste, il nous a fait une couverture, mais il a aussi pris l'initiative d'en faire une deuxième qu'il jugeait plus appropriée et finalement on a gardé celle-là parce qu'elle était bien meilleure que celle qu'on lui avait demandé de faire. Donc ça, c'est pour la partie, graphisme, donc voilà. Après pour tout le processus d'édition et cetera, vu que enfin, je suis un peu, on va dire, un peu proche de certaines éditions, musulmanes francophones, ça m'a, on va dire, un peu facilité les choses. Pour la relecture, j'ai fait ça avec, un ami aussi que je connais, qui s'appelle, certains le connaissent, c'est le lecteur illettré, qui a fait la relecture de mon ouvrage. Mais il y a, comment dire? Après, en fait, en cherchant, on finit par trouver parce que ça se trouve le processus d'édition, en fait, le truc, c'est qu'il est pas, enfin, chaque maison d'édition, en fait, a déjà sa «ligne éditoriale», entre guillemets, elle sait où elle veut aller et en fait, si avant de passer de créer 314 et avec le frère qui m'a aidé et de passer par les éditions Albéna et cetera, j'avais déjà essayé d'envoyer mon livre, comme ça en bouteille à la mer à plusieurs éditions. Elles ont tout un processus, mais en fait, elles disent toutes, avant d'envoyer l'ouvrage: «Vérifiez que votre livre entre bien dans notre ligne éditoriale». Or moi, je sais très bien que ça rentre dans aucune ligne éditoriale, donc c'était déjà mort d'emblée. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de, comment dire? Il y a pas, je sais pas s'il y a un processus qui est clair. Parce que l'auto-édition est très facilitée aujourd'hui et en vrai, le plus gros travail, c'est surtout de trouver, un lectorat. Donc il y a pas, je sais pas s'il y a une bonne façon de faire aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé celle-là, donc j'ai pris celle que j'ai trouvée, mais il y a plein d'autres façons d'y arriver parce qu'aujourd'hui, notamment avec internet, entre autres, on peut trouver des gens qui sont peut-être intéressés par ce qu'on a à dire sans même passer par des maisons d'édition classiques. On peut se passer par un processus d'auto-édition, il y en a plein qui ont fait ça. Donc je sais pas, quelle est la bonne marche à suivre. Moi, en tout cas, ça a été celle-là parce que, celui qui m'a poussé justement à l'éditer, il était lui-même déjà dans le monde de l'édition, même il l'a quitté peu après. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Je sais pas si c'est ça que tu voulais enfin, si c'était le sujet que tu voulais aborder ou si il y avait d'autres éléments? Non, tu en plein dedans, parce que je trouve que c'est des sujets très intéressants et à la question de savoir s'il y a une bonne façon de faire, non, justement, je pense qu'il y a beaucoup de manières de faire qui sont différentes.
qui chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. La première chose qui est essentielle que tu soulignes, c'est la ligne éditoriale. C'est-à-dire que non seulement déjà de base, quand tu envoies, je sais pas moi, Albin Michel, ils reçoivent 30 manuscrits par jour, 30 manuscrits par jour. Donc même si on est dans la ligne éditoriale d'Albin Michel, je prends un exemple d'une grande maison d'édition, mais ça peut être la même chose pour Seuil, pour Gallimard, il y a l'enjeu de c'est vraiment c'est comment dire, si je suis pas dans le réseau des maisons d'édition, c'est quasi inespéré de pouvoir déboucher sur un contrat éditorial. Le deuxième problème, évidemment, c'est la ligne éditoriale qui ne représente pas spécifiquement forcément ce que nous on a envie de dire dans nos livres en tant que musulmans. Et donc ça crée effectivement une grosse contrainte. Mais comme on dit parfois, des contraintes naissent les libertés. Et je pense que justement de la contrainte qui est très forte, et en France, sur les questions liées à l'islam, c'est encore beaucoup plus important qu'ailleurs dans le monde occidental, bah forcément, on a été forcé de trouver d'autres chemins, notamment via l'édition musulmane, Al-Bayyina par exemple. Et puis du coup, aussi l'auto-édition, et cetera. Et ben du coup, bah, ça permet aussi d'avoir nos propres logiques de fonctionnement, puisque normalement, lorsque tu envoies dans une maison d'édition, c'est eux qui s'occupent bah, justement de la mise en page, de la correction, de la relecture, voilà, des conseils éditoriaux. Et nous, qui sommes plus dans l'édition un peu plus confidentielle ou l'auto-édition, ben, on doit, comme tu dis, tu as trouvé le lecteur illettré qui est lecteur-correcteur. Il y a également des bêta-lecteurs dans la communauté. Et donc, ça crée un écosystème que je trouve très, très stimulant. Et je pense que, wallahu a'lam, hein, mais je pense que dans les prochains mois, les prochaines années, vont se constituer des maisons d'édition euh, professionnelles qui pourront, voilà, prendre tout ça comme une maison d'édition classique le font, prendre ses charges, prendre ses tâches à leur charge. Et donc, quelque part, des gens comme toi, comme Yeshkal, comme Fami Camille, etc., eh ben, vous êtes les premiers, quelque part, dans le paysage. Et je pense aussi à beaucoup de sœurs, hein, il y a beaucoup de sœurs qui sont dans les premiers romans, on va dire, littérature éthique, islamique ou islam-friendly, bah, vous êtes en train de paver le chemin vers une professionnalisation, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Tant qu'on est dans les questions plus techniques, etc., il y a une question aussi qui est intéressante, hein, qui est celle des espèces sonnantes et trébuchantes, hein, la question financière, hein, le nerf de la guerre, on dit c'est l'argent. Plusieurs questions, tu prends celle qui t'intéresse, celle pour laquelle tu penses que tu as quelque chose d'intéressant à dire. Il y a des questions comme est-ce que tu vis de l'écriture ou est-ce que tu dégages des bénéfices avec l'écriture ou est-ce que tu dois investir de ta poche? Comment est-ce que tu te retrouves par rapport à ça? Sachant que souvent, ben, les gens, de manière instinctive, parfois ils se disent bon, il a vendu 1000 livres, chaque livre fait 20 euros, ok, il a 20 000 euros dans sa poche, le vénard. C'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'aspect financier, on va dire, de l'aventure d'écrivain? Ouais, pourquoi pas. Je termine juste sur l'écosystème parce que j'ai bien aimé le mot que tu as utilisé en parlant d'écosystème et je pense que c'est oui, c'est de là que naît, comment dire? Toute, génération d'écrivains. C'est qu'il y a un écosystème autour, en fait. C'est un écosystème d'échanges, de personnes qui discutent entre elles, qui pensent qui avec, chacun sa spécialité et 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 en fait, le fait qu'il y ait une demande aussi qui accompagne ça, ça fait que vraiment il y a une espèce d'émulation qui se crée et c'est l'écosystème, en fait, qui facilite le processus d'édition. Et comme aujourd'hui, justement, dans la communauté musulmane francophone, il y a un écosystème qui est en train de se créer, en tout cas de se renforcer et de s'étoffer. De l'offre est en train de s'étoffer vraiment, bah, c'est ça qui, je pense qui aide beaucoup et qui m'a ouvert les portes quelque part. Après pour la partie financière, je ne vis absolument pas de l'écriture, hein, donc voilà. Les bénéfices qui sont dégagés, ils sont, directement, enfin ils vont directement à ceux qui ont permis l'édition du livre. Donc voilà, pour l'instant, moi, je suis déjà très, très content de pouvoir avoir une tribune, donc la partie financière, j'en discuterai plus tard. Enfin, j'y réfléchirai plus tard, on va dire. Je veux déjà commencer par dire ce que j'ai à dire. Pour moi, c'est la première chose. Après pour la partie parce qu'en fait, il y a beaucoup de frais aussi que j'ai dû avancer, de moi-même. Pour la partie graphisme notamment, la partie correction, tout ça, toutes ces choses-là. Et après, en fait, c'est un truc dont enfin, ce sujet-là, j'en discutais aussi avec Camille, mais pour moi, je pense qu'on n'est pas au stade encore où on peut, enfin, à part pour quelques exceptions évidemment, mais on peut pas espérer, rentabiliser tout de suite l'écriture. Parce que déjà, aujourd'hui, l'écriture, en tout cas le roman, le livre de façon générale est en concurrence avec beaucoup d'autres supports culturels, notamment, que ce soit le cinéma, les enfin plein d'autres, enfin les réseaux sociaux aussi à contenu vidéo, enfin qui prennent un temps qui pourrait être utilisé pour pour la lecture.
Ce qui fait que le marché de la lecture, je sais pas s'il est vraiment aujourd'hui ultra rentable. Donc je sais pas si on peut espérer rapidement ou en tout cas d'une façon certaine, tirer des gros bénéfices de ces ventes. Et je pense qu'il y a pas de manière, c'est presque un accident que ça arrive. C'est en fait, c'est le public qui va choisir au final, entre autres, donc parce que la décision après ça fait partie du destin, c'est Allah qui décide, qui va faire quoi. Mais je sais pas si on peut, enfin, est-ce que toi tu as une idée dessus d'un processus qui permettrait de rentabiliser ça? Pour moi, il faudrait déjà que la demande soit suffisamment régulière, soutenue et costaud, enfin et forte. Sauf que c'est pas le cas aujourd'hui parce que la demande à laquelle répond le roman, le livre de façon générale, elle est en concurrence avec d'autres supports qui sont aujourd'hui, majoritairement utilisés et qui limitent, la portée des livres, malheureusement. Malheureusement, enfin après, il y Oui. a certains supports, d'autres supports qui ont leur intérêt, hein. Je dis pas qu'il faut les supprimer. Ils ont tous leur place, je pense, pour la plupart. Mais voilà, je vois pas le livre devenir, le truc le plus rentable du siècle, en tout cas pas maintenant. Non, je crois que c'est clair. Je pense qu'on peut poser ce constat sans risque de se tromper. Quand j'avais fait le compte rendu de ton livre sur YouTube, j'avais justement abordé la question justement de la place qu'ont pris les réseaux sociaux, l'économie de l'attention qui nous empêche de nous focaliser sur, des tâches qui demandent de la concentration et notamment, ben, la lecture et puis, bah, le fait qu'il y ait une baisse, hein, chaque année, une baisse sensible du temps de lecture et puis j'ai découvert des chiffres, pardon, je les ai pas sous mes yeux, j'en parlerai sur mon compte Instagram, sans doute dans les prochains jours, inch'Allah. Les Français sont parmi ceux qui lisent le moins, en Europe. Ils sont dans le top 3 des moins bons lecteurs. Donc, après, il faut voir dans la niche de la communauté musulmane si on n'est pas une, exception, statistique, mais, je pense pas qu'il y ait vraiment de raison de le penser. Donc il y a ce problème-là, hein, comme tu dis, l'économie de l'attention et cetera et puis il y a les autres problèmes qui sont qu'il faut des volumes. Il faut aussi, ben, on parlait d'un écosystème, il y a un écosystème qui est encore, naissant. Le livre, c'est l'édition, mais c'est aussi la distribution, c'est aussi, le marketing, c'est toute une série de corps de métiers qui sont encore un peu en ébauche et donc peut-être que dans quelques années ça se développera, mais ce sont des efforts qui sont lents et puis de toute façon, il n'y a pas de mystère quand on regarde un petit peu le monde de l'édition, et cetera, au sens large, je veux dire, en France, au sens, global, énormément d'auteurs ne vivent pas de leur plume et c'est pour ça que souvent la façon de vivre de l'écriture, c'est quoi? C'est, avoir des revenus, modestes qui viennent des droits d'auteur en tant que tels. Faut savoir que sur un livre, par exemple, qui coûte 20 €, l'auteur touche environ 2 €, hein, donc vous imaginez les volumes qu'il faut par an pour pouvoir vivre de cette activité et c'est pour ça que les auteurs font souvent vivre de l'écriture à travers, par exemple, l'écriture au sens, pur et dur, bah, le copywriting, par exemple, écrire pour des entreprises ou écrire, voilà, pour, dans des secteurs, qui payent un petit peu ou alors, animer des ateliers d'écriture et cetera. Ça, c'est ce que font beaucoup d'auteurs pour arrondir leur fin de mois. C'est même pas pour arrondir leur fin de mois. Ils font des ateliers d'écriture à titre principal et les droits d'auteur viennent arrondir les fins de mois. Donc, effectivement, c'est assez compliqué, mais comme il y a souvent beaucoup de clichés sur, voilà et de stéréotypes et tout sur, l'auteur qui vit de sa plume et cetera. C'est bien d'aborder ce sujet, notamment en ce qui concerne les auteurs musulmans. Je sais pas si tu as 2-3 choses à rajouter, là-dessus et puis on passera à la question suivante. Ouais, ça me fait réfléchir à pas mal de sujets. Enfin, j'essaie ouais, de me dire, en fait, je sais pas si on peut considérer, enfin, déjà, je savais pas que les Français étaient parmi ceux qui lisaient le moins. J'aurais dit l'inverse, mais effectivement, c'est intéressant de voir que parce qu'en fait, par exemple, le réseau de distribution de librairies islamiques qu'on a en France, je sais pas s'il y en a des similaires en Allemagne ou aux Pays-Bas, par exemple. Je connais pas, donc peut-être que ça existe, mais j'ai pas, enfin, à part une seule maison d'édition allemande dont j'ai entendu parler il y a pas longtemps et qui justement s'est construite sur le plagiat, presque 100 de livres français. Bah, c'est pas presque en fait, c'est qu'ils reprenaient, des livres français, reprenaient la couverture, reprenaient absolument tout et distribuaient sans aucun droit, sans aucun respect. C'est la seule librairie allemande dont j'ai entendu parler, mais à part ça, j'en ai pas vu beaucoup, donc c'est assez surprenant. Parce que je me dis que si proportionnellement on est ceux qui lisent le moins dans la communauté musulmane, enfin à l'échelle du pays, ça devrait enfin dans les autres pays, il devrait y avoir des écosystèmes de librairies musulmanes, au moins aussi poussés qu'en France, sinon plus, vu qu'ils sont censés lire plus.
Mais après, ce que je me dis, c'est que est-ce que parce que le livre en tant que tel, il est limité, comme on disait. L'économie d'attention fait qu'aujourd'hui, le livre est pas le support qui est le plus privilégié. Mais est-ce que parce que moi, j'arrive pas à voir la chose par le prisme uniquement du livre. Moi, tu vois, le livre, c'est un support le roman, c'est un support que j'aime bien. Mais je compte pour l'instant, je suis justement, tu parlais de domaines comme le marketing et cetera, dans lesquels je suis très mauvais, voire inexistant. Enfin, je fais rien du tout, là-dedans. Ce qui est peut-être un problème. Je devrais peut-être, enfin, je compte parler un peu plus surtout, pour pour compléter, en fait, ce que le roman apporte en termes d'idées. Un livre, pour moi, il peut pas exister tout seul. C'est une des choses, dont je suis conscient, même si je fais pas encore ce qu'il faut pour vraiment respecter cette pensée-là. Mais un livre, il vient pas tout seul dans le sens où un livre, il apporte une idée et en fait, c'est plus l'idée qui fait vivre le livre que l'inverse. C'est pas le livre qui va, en tant que tel, être un support, aimé, même si c'est un support qui a beaucoup d'intérêt. En tout cas, ceux qui réussissent le plus, je pense, c'est surtout ce qu'ils amènent, c'est surtout, par les idées qu'ils portent. Par exemple, si on veut prendre un exemple très caricatural, est-ce que, J.K. Rowling, ce qui a réussi, ce qui a fait son succès, est-ce que c'est ses livres ou est-ce que c'est Harry Potter? Moi, je pense que c'est plus l'univers qu'elle a créé parce qu'il s'est étendu à peu près tout ce qui existe, hein. Il y a même des tasses, des stylos, de tout ce que tu veux. Donc même si c'est devenu quelque chose d'exagérément, marketé, il y a un côté en fait où le concept, en fait, l'idée qu'elle a créée, en fait, d'où est né le livre, s'est étendu à plein d'autres choses. Et son récit, même si, enfin, de toute façon, il y a beaucoup de distance à prendre, mais comment dire? Ce qu'elle a construit, ça a sa place, pas uniquement dans son livre, en fait. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas je pense pas qu'il faille voir le livre comme un support fermé, en fait. Ça peut être une passerelle vers d'autres supports qui permettent de faire vivre des idées et qui doivent pas vivre en vase clos dans un monde, de papier, en fait. Parce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant parce que j'en parle d'ailleurs, enfin, indirectement dans l'épisode précédent où je donnais l'exemple, de Charles Dickens lorsqu'il avait écrit, Le Conte de Noël, qui a dépassé de loin l'objet livre, mais qui est devenu une façon de voir Noël, une façon de fêter Noël et puis qui est devenu maintenant, heu, hégémonique, même en Chine, même en Afrique du Sud, même, en Amérique du Sud, même dans des régions où on ne fête pas techniquement Noël, on ne croit pas, en la naissance de Jésus, on fête Noël quand même parce que, l'univers qui est créé dans une histoire peut transcender, dépasser les pages du livre et s'imprégner dans une mémoire collective. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très intéressant. Mais je précise aussi que peut-être qu'il y avait un malentendu, mais lorsque je parlais du fait que les Français étaient ceux qui lisaient le moins, je parlais des Français au sens large. Après, j'étendais la question aux musulmans en me demandant est-ce que les musulmans francophones lisent plus ou moins que la population générale autour d'eux. Mais je vois pas vraiment de raison de penser qu'ils le font plus. Et sinon, concernant la question des distributeurs, etc., ce que je voulais souligner, c'est le fait que le livre, c'est plein de choses et notamment, c'est des aspects logistiques et techniques et la communauté musulmane, francophone notamment, elle se construit peu à peu, mais évidemment, avant d'avoir la solidité, des réseaux que l'on voit par ailleurs en France dans l'édition classique, il faudra évidemment du temps, de l'investissement et cetera. Mais je pense que ça viendra parce que souvent, ce qui se passe dans le monde musulman anglophone, anglo-saxon, donc canadien, américain, anglais notamment, souvent c'est un prélude à ce que après on va vivre dans les communautés musulmanes plus continentales, Allemagne, France et cetera. Et on voit par exemple, je suis tombé par exemple sur un compte Instagram d'une maman, musulmane qui parle de la littérature jeunesse enfant et il se passe pas une semaine sans qu'elle ait 3, 4, 5 titres à évoquer. Et quand je parle de romans jeunesse, hein, c'est aussi des romans pour adolescents, etc. Donc il y a vraiment une vivacité très forte et une demande qui grandit. Et je pense que c'est ce à quoi on assiste en France. On voit que, notamment les parents, mais surtout les mamans, veulent de la littérature de qualité, éthique, Muslim friendly, etc. Et donc, la demande entraînant l'offre, je pense, wallahu a'lam, que dans les prochaines années, ça va se développer et que ces jeunes qui sont aujourd'hui, parce qu'il faut le souligner, un jeune qui lit par exemple ton livre ou celui de Sami Camille ou celui d'Eshkal ou celui voilà, des autres auteurs qu'il y a dans la communauté, il lit avec un livre dans lequel le personnage principal dit Subhanallah, ou bien il va à la prière, et bien le vendredi il se dirige vers la mosquée pour assister au sermon. Et ces jeunes vont grandir 10, 15, 20 ans et seront aussi les clients de romans adultes Muslim friendly. Donc je pense que voilà, cette offre va se développer et la professionnalisation qui va suivre, Inch'Allah. En tout cas, moi, j'attends ça avec impatience parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être un des piliers de la communauté musulmane. Il y a plusieurs piliers, hein, il y a pas que ça, mais l'aspect culturel, l'aspect idéal, l'aspect des histoires qu'on se raconte et qui
portent des valeurs fortes, c'est absolument essentiel pour se construire. Voilà, voilà, je me suis peut-être un petit peu étendu, avec cette digression. Donc n'hésite pas si tu as 2-3 choses à dire. Je te laisse, si tu as des choses à dire et ensuite on abordera la question, de tes coups de cœur littéraires. Donc si tu veux déjà y réfléchir, pour donner quelques coups de cœur littéraires à notre audience, Inch'Allah. Ouais, je commence à y réfléchir, mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis sur l'offre et la demande qui augmente et qui va entraîner l'offre. Donc quand j'étais jeune, j'avais déjà des petits livres d'histoire musulmane, écrites pour les enfants, mais c'est vrai que c'était très limité par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et c'est vraiment bien de voir que ça croît. Parce que oui, comme tu dis, c'est vraiment c'est un des piliers de la vie culturelle d'une communauté, en fait. Donc on peut pas passer à côté et c'est vraiment indispensable et j'espère qu'on est parmi ceux qui lisent le plus en France. Ça serait bien si, peut-être c'est un sentiment que j'ai, en fait, parce qu'en tout cas, je vois plus de gens lire dans la communauté musulmane, surtout plus jeunes qu'ailleurs, mais bon, c'est peut-être que c'est très subjectif comme point de vue, donc je sais pas si vraiment on peut étendre ça vraiment à l'échelle du pays. Je commence à réfléchir du coup à mes livres coup de cœur. Je te laisse. Oui. Oui, oui, réfléchis. Pendant que tu réfléchis, juste, ouais, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense qu'il y a le problème de un peu comme la bulle algorithmique, il y a aussi la bulle sociale. Je pense que quand on s'intéresse aux livres, quand on va dans les librairies, on voit des jeunes lire, on consomme du contenu, comme on dit aujourd'hui. Consommer du contenu, c'est une expression un peu moche, mais bon, c'est l'usage aujourd'hui de dire ça. On consomme du contenu, YouTube, podcast, et cetera, autour du livre et donc on peut avoir, je pense, l'impression effectivement que c'est en plein essor, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit, le reflet de ce qui se passe dans la communauté au sens large. Et pour cela, ben, il faudrait professionnaliser. On vient de parler du fait de professionnaliser le monde de l'édition. Il faudrait aussi professionnaliser le monde de la sociologie, etc. Si on prend par exemple l'exemple de l'ONG Yakin Institute aux États-Unis, qui est une ONG voilà, qui s'intéresse à la question de l'islam dans le monde occidental, notamment la question du doute. L'yaqin, ça veut dire la certitude, donc comment on reconstruit une certitude dans des pays qui sont modernes, occidentaux. Bah, ils font notamment des études, hein, ils embauchent des gens qui ont fait des études de sociologie et d'histoire pour avoir des chiffres, parce qu'on manque cruellement de chiffres, et souvent, les études qui sont commandées dans le monde de la recherche, ben, ils sont pas commandés dans le but dans des buts qui sont forcément complémentaires ou en phase avec les nôtres. Et j'espère aussi qu'il y aura aussi une professionnalisation à ce niveau-là de sociologues, d'anthropologues, de politologues, d'historiens musulmans qui pourront s'intéresser à notre communauté et notamment nos pratiques de lecture, notre pratique sportive, nos pratiques pour avoir des chiffres sur notre vie communautaire et Inch'Allah, ça devrait pouvoir se développer. Il y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas. Mais voilà, voilà, je t'ai laissé quelques minutes pour réfléchir. Ça devait pas être facile de à la fois m'écouter, à la fois réfléchir. Non, mais c'est juste une question, voilà, c'est toujours la question un petit peu pour clôturer, heu, de savoir un petit peu quels sont tes coups de cœur littéraires, peut-être les livres qui t'ont marqué, peut-être dans ton existence ou les livres qui t'ont marqué ces derniers mois, que ce soit dans le monde de la fiction ou pas, que ce soit dans le monde, islamique stricto sensu ou pas. Donc voilà, je te laisse carte blanche pour nous parler de ça. Alors des livres coup de cœur qui m'ont marqué, je sais pas s'il y a un nombre limité, mais en tout cas quand j'étais jeune, il y a une saga qui m'a bien plu, en tout cas roman enfant, qui était, la saga Artemis Fowl. Donc voilà qui m'a même, enfin comme j'aimais beaucoup l'informatique, c'était un peu en lien avec ça. C'est de la saga qui raconte enfin c'est une saga qui raconte l'histoire d'un petit, d'un jeune qui a même pas enfin d'un très jeune, hein, qui se retrouve à devoir gérer, un héritage familial, enfin une famille noble anglaise en fait, britannique, dont le père est absent, a disparu. Il se retrouve à devoir gérer ça tout seul avec, et il rencontre un monde fantastique où qui va enfin bref, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est un livre qui m'a marqué. J'ai bien aimé, la façon dont c'était écrit, la façon dont c'était, narré, puis le contenu un petit peu. Sinon, il y a un livre un des premiers livres qui m'a marqué dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Le hasard impossible et j'ai complètement oublié le nom de l'auteur, mais c'est un petit livret qui était vraiment écrit assez simplement et ce que j'ai aimé, c'est qu'il était à la fois simple, mais clair dans les idées, en fait. C'est que la simplicité n'était pas là au détriment de la qualité de l'idée et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre quand on écrit et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là. Après, à part cela, il y avait quand j'étais à l'école primaire, on nous avait fait lire Cro-Blanc. Parmi tous les livres que j'ai lus à l'école, je crois que je les ai tous oubliés. Il y en a même que j'ai pas lus. Bref, c'était toujours l'histoire des livres imposés qui était pas forcément pertinent pour nous, mais en tout cas, Cro-Blanc, je sais pas pourquoi il m'avait marqué. Ensuite, plus tard, en grandissant, il y a 2 autres livres qui m'ont marqué, même si, ils sont pas forcément, même si je suis pas forcément en tout cas pour le premier, je suis pas en phase avec,
toutes les idées de l'auteur, mais son livre, celui en particulier m'a marqué. Il s'appelle Cendre, l'auteur c'est Vincent Vauquelin. Donc c'est quelqu'un qui a viré complètement extrême droite et au racisme et tout ce que tu veux, mais à l'époque, en tout cas, enfin, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de période entre dans les années 2010-2011 où les clivages n'étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui et on pouvait avoir des espèces comment dire, malgré certaines différences, on pouvait trouver des idées communes. Et c'est un des premiers auteurs qui m'a éveillé à beaucoup de questions sur notamment la trajectoire civilisationnelle de l'Occident, sa trajectoire spirituelle, sur des questions que je m'étais presque pas posées avant, sur le matérialisme, sur le consumérisme, le sécularisme, etc. Et en fait, c'est marrant parce que ça tranche un peu avec l'image qu'on se fait des musulmans qui sont endoctrinés par des imams radicaux dans des mosquées, machin. C'est assez bizarre parce que les premières personnes qui m'ont éveillé à tous ces sujets-là, c'est pas un musulman, c'est lui. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est ce genre de personne-là qui va se retrouver ensuite à critiquer les musulmans en leur reprochant leurs idées. Donc je trouve ça très très marrant et vraiment très intéressant. Mais en tout cas, ce livre-là, il m'a vraiment marqué. Cendre et Putsch, ces deux petits livres qui sont pas très longs, mais qui m'ont marqué. Ensuite, plus tard, il y a un autre livre qui m'a marqué, un peu plus tard, quelques années après, qui est La conquête de l'Égypte, d'Abou Sulayman al-Karbi, qui est sorti aux éditions Nawa. Ce livre-là, en fait, il porte, je trouve qu'il porte très mal, il porte très mal son nom parce qu'il ne parle pas que de la conquête de l'Égypte. En fait, la conquête de Mmh. l'Égypte, c'est presque une illustration dans le livre d'une théorie plus large qui est esquissée. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Donc, il fait un peu d'égyptologie au début de l'ouvrage, qui est très intéressant d'ailleurs. Il fait une espèce de résumé de plusieurs courants de pensée enfin, de courants de recherche historique sur l'égyptologie, sur l'Égypte ancienne, qui sont vraiment très intéressants. Mais après, il parle du coup, évidemment, de la conquête de l'Égypte par Amr ibn al-As, mais il rentre dans des détails qui sont vraiment intéressants sur des réflexions plus larges en fait. Et la conquête de l'Égypte, c'est presque un prétexte, j'ai envie de dire. En tout cas, pour moi, je l'ai vécu comme ça en lisant ce livre. C'est presque un prétexte pour aborder vraiment les idées du livre. Je sais pas si Allahumma j'en ai barik. d'autres en tête. Ah bah, je Euh, pense que c'est déjà une liste qui est vraiment pas mal. Oui, J'essaierai de mettre les titres en description, même si, voilà, il y en a certains que je connais, d'autres que je connais pas du tout. Et je suis d'accord, hein, sur ce que tu dis, notamment sur le livre d'Abou Sulaiman al-Ka'bi, sur le fait qu'il faut voir ce livre comme étant un livre qui aborde beaucoup plus que juste la question pragmatique de la conquête de l'Égypte. J'espère qu'en tout cas ça va intéresser nos éditeurs. Je pense qu'il y a de quoi prendre des notes, hein, notamment sur tes conseils de lecture. Et toute dernière question, hein, réponds si tu as des éléments, c'est, est-ce que tu as des conseils à donner à certains de nos auditeurs qui voudraient se lancer dans l'écriture, que la plume démange, qui ont des choses à partager, voilà, aux gens? Est-ce que tu auras, voilà, il y aurait 2-3 conseils à leur prodiguer? Oui, enfin, oui, pourquoi pas. Alors ceux que la plume démange, déjà, pour moi, c'est un prérequis qui est indispensable parce qu'en fait, quand on veut écrire sans savoir quoi dire, je pense que faut déjà avoir quelque chose à dire. En tout cas, je le vois comme ça personnellement. Et sinon, des astuces, bah, déjà, tenez le smartphone le plus loin de vous, éteignez-le si possible. Heu, Réservez une machine dédiée à l'écriture, si possible. Si après il y a des petites machines qui sont pas très chères, par exemple, ça peut être un PC portable, d'occasion qui coûte pas très cher, mais vraiment quelque chose qui permet de se déconnecter de tout le reste. Ceux qui écrivent sur papier, pourquoi pas, ça peut être un moyen encore plus efficace. Mais aujourd'hui, moi, je trouve ça compliqué donc enfin, personnellement, en tout cas, j'ai énormément de mal avec le papier. Voilà. Prenez des notes, beaucoup de notes. Moi, voilà, j'essaie de noter, vraiment parce que des fois, il y a des idées qui s'évanouissent très vite et qu'il faut saisir rapidement, qui peuvent naître n'importe quand. Donc voilà, par ça, j'ai pas trop d'idées. Ah mais c'est déjà, tellement riche. Je pense qu'avec ça, il y a de quoi déjà, faire pas mal, notamment sur le fait de tenir, le smartphone le plus éloigné possible. Je pense que c'est essentiel. En tout cas, barakallahu fik. Franchement, je pense que cet, entretien intéressera plus d'un parce que je crois il est très riche, très intéressant et à certains égards, passionnant. Donc, un tout grand merci, mon frère Badr Othmani pour cette, richesse dans tout ce que tu nous as apporté. Bah, merci à toi pour l'invitation. Je vais juste rajouter un dernier conseil dont je viens de me rappeler. Heu, Mangez peu. Parce que paradoxalement, je sais pas si tout le monde fera cette expérience, mais ce serait vraiment intéressant d'avoir d'autres retours là-dessus. Mais quand on mange, enfin, l'esprit est beaucoup plus clair, l'inspiration vient beaucoup plus quand on diminue, la quantité de nourriture. Eh bien, avec le mois de Ramadan qui commence incessamment sous peu, je pense qu'on pourra, éprouver ce conseil. On y sera forcé de toute façon. En attendant, voilà, n'hésitez pas, écrivez si vous avez des choses intéressantes à dire, qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.